Guerre Ukraine-Russie. En soutien à Emmanuel Macron, Alassane Ouattara mobilise une armée de marabouts et de féticheurs. Des sacrifices d'ovins, de caprins, de volailles et même de chameaux en perspective. Alassane Ouattara vient de réunir une armée de marabouts pour prier pour que le régime de Vladimir Poutine tombe selon lui. Il faut préciser que c'est après un long entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et lui que cette décision a été prise, car Alassane Ouattara considère le président russe comme un ennemi irréductible. Il a ainsi décidé de soutenir l'OTAN officiellement et les exhorte à attaquer la Russie. Nos alliés de l'OTAN et rassurer nos alliés à l'Est. Comme je l'ai dit tout à fait clairement, les États-Unis défendront le moindre centimètre de territoire de l'OTAN avec toute leur puissance. La bonne nouvelle, c'est que l'OTAN est plus unie et plus déterminée que jamais. Il ne fait aucun doute que les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN respecteront leur engagement de l'article 5, c'est-à-dire que si l'on attaque un de leurs membres, on les attaque tous. Nous avons renforcé notre présence en Allemagne, en Pologne, mardi en réponse à l'agression russe. Nous avons autorisé également le déploiement de certaines de nos forces qui étaient déjà positionnées en Europe auprès de nos alliés de l'Est européen, les pays baltes, la Pologne et la Roumanie. Nos alliés également se mobilisent. Les pays de l'OTAN et également nos autres alliés pour nous assurer d'une défense collective robuste. Aujourd'hui, suite de cette attaque russe, l'OTAN s'est rassemblée et a autorisé des plans et a activé un plan de réponse. Nous sommes prêts, l'OTAN est prête à déployer ses forces là où elle en aura besoin pour protéger nos alliés en Europe et en particulier dans l'Est. Et j'ai aujourd'hui autorisé davantage de forces américaines à se déployer en Allemagne, ainsi que les forces spatiales des États-Unis qui sont mobilisées depuis des semaines. L'apport de la Côte d'Ivoire dans cette guerre, a-t-il assuré, sera son armée de marabouts qui va prier et faire de nombreux sacrifices d'ovins, de caprins, de volailles et même de chameaux. Il y aura ces jours-ci beaucoup de viande à manger dans les casernes militaires ivoiriennes. Alassane Ouattara a assuré à Emmanuel Macron que ces marabouts feront la différence dans cette guerre asymétrique en Europe de l'Est. Voilà et je ris seulement. Alassane Ouattara compte énormément sur ces marabouts. Mais bon, n'oubliez pas que les albinos de Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole ont été sacrifiés pour le 3e mandat illégal de son aîné. Honnêtement, cet octogénaire super menteur est devenu fou. C'est maintenant Vladimir Poutine qu'il veut combattre. La vie chère en Côte d'Ivoire là, il ne voit pas ça. C'est la guerre à la Russie qu'il veut faire maintenant. Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la tension est montée d'un cran ces derniers mois. Depuis le début de l'année 2021, la Russie masse ses troupes à la frontière et plus de 50 soldats ukrainiens sont morts aux abords de la ligne de front. C'est la plus grande escalade de violence dans la région depuis 2018. Après plusieurs semaines d'intimidation qui ont alerté la communauté internationale, la tension semble retomber. Le 22 avril, la Russie a annoncé qu'elle allait retirer une partie de ses soldats placés le long de la frontière ukrainienne et dans le Donbass. Ils étaient plus de 100 000 selon les estimations de l'Union européenne. Mais les tirs continuent le long de la ligne de front, et beaucoup craignent que l'accalmie ne soit que de courte durée. Mais alors, d'où viennent les tensions entre la Russie et l'Ukraine ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Au cours de l'histoire, les deux pays ont toujours été liés. La civilisation russe naît dans la Russie kievienne. Cette principauté, qui était aussi une grande puissance européenne, avait pour capitale Kiev, comme l'Ukraine actuellement. À partir du XVIIIe siècle, la quasi-totalité de l'Ukraine appartient à l'Empire russe. Après une brève période d'indépendance, elle est intégrée en 1922 à l'Union soviétique, qui s'étendra vers l'ouest jusqu'à englober l'entièreté de ses frontières actuelles. Sous l'URSS, l'emprise russe se renforce en Ukraine. En 1932 et 1933, la collectivisation forcée des terres voulue par Staline provoque une grande famine, l'Holodomor. Elle tue entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Beaucoup de paysans sont forcés de fuir leur village pour aller travailler dans les régions industrielles du sud et de l'est du pays, comme le Donbass. Et dans ces régions, les usines sont gérées par des Russes. En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'influence de la Russie reste forte, en particulier dans le sud et l'est du pays. Dans ces régions, le russe est parfois la langue maternelle de plus de 60% de la population.
Bien sûr, la langue n'est pas le seul critère à prendre en compte pour saisir la complexité de l'identité ukrainienne, mais c'est une raison essentielle de la volonté séparatiste des russophones qui ne veulent pas voir leur langue marginalisée ou discriminée, ce qui explique leur envie de demeurer dans un espace où on parle russe. Demonstrators clash with police, with hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. L'élection présidentielle de novembre 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose deux victors. Le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Yanukovych est donné gagnant du second tour, ce qui provoque le soulèvement des partisans de son rival. Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale et un nouveau scrutin est organisé. Il donne la victoire au libéral Viktor Yushchenko et les résultats montrent un pays scindé en deux. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec son voisin occidental, l'Europe. Cette situation inquiète Moscou qui vient de vivre une année difficile. En 2004, 7 pays de l'ancien bloc de l'Est sont intégrés à l'OTAN. Et au même moment, l'Union européenne étend son influence en Europe de l'Est en incorporant 9 pays de l'ancien bloc soviétique entre 2004 et 2007. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression, Moscou augmente le prix du gaz qu'elle vend à son voisin, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est donc affaiblie, mais reste courtisée à l'ouest comme à l'est et tente de maintenir de bons rapports avec ses deux voisins. En 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. À ce moment, Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. Poutine, qui veut garder le pays dans sa sphère d'influence, lui propose un autre accord. Il met sur la table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument important pour l'Ukraine qui achète plus de la moitié de son gaz à la Russie. Viktor Yanukovych, qui a finalement été élu 3 ans plus tôt, se retire brusquement des négociations avec l'Europe fin 2013 et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. 10 ans après la révolution orange, ils occupent à nouveau la place de l'indépendance de Kiev. Très vite, la contestation s'étend à toute l'Ukraine et en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, les affrontements entre policiers et manifestants redoublent de violence et font plus de 100 morts et des centaines de blessés. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, des manifestants pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est particulièrement le cas dans les régions du sud et de l'est, comme à Donetsk ou à Louhansk. En parallèle, à partir de février 2014, la situation bascule aussi en Crimée. Cette région est très importante pour les Russes. Jusque dans les années 50, la péninsule appartenait entièrement à la Russie. Puis elle est offerte à l'Ukraine en 1954, mais elle reste dans l'URSS, donc elle n'est pas tout à fait détachée de Moscou. Quand l'Union soviétique disparaît, c'est bien à l'Ukraine que la Crimée est rattachée avec le statut de république autonome. La Russie perd alors une zone hautement stratégique, puisque la Crimée a un accès direct à la mer Noire, qui communique avec la Méditerranée, qui se jette ensuite dans les océans. Revenons en 2014. Des soldats russes sans insigne se mêlent aux contre-manifestations qui se multiplient en Crimée. Au même moment, la Russie masse ses troupes à l'est du détroit de Kertch. En mars, Moscou organise un référendum illégal du point de vue du droit international pour demander aux Criméens s'ils sont favorables au rattachement de la péninsule à la Russie. Les résultats donnent une majorité de oui, et Moscou annexe la Crimée. Dans le Donbass, qui regroupe les régions de Donetsk et Louhansk, les manifestants anti-Maïdan se transforment en milices séparatistes pro-russes. En avril 2014, la République populaire de Donetsk est autoproclamée, suivie par celle de Louhansk. Après presque un an de combats particulièrement meurtriers, les deux parties signent les accords de Minsk II en 2015. Une tentative de cessez-le-feu qui n'arrête pas les combats, mais réduit leur intensité. Depuis 2014, les affrontements ont fait plus de 13 000 morts et près d'1,5 million de personnes déplacées. En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre à Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser la situation. Mais la fin du conflit semble encore loin. En tout cas, les Ivoiriens disent que là où deux couteaux se battent, le coq ne s'y aventure pas. Alassane Ouattara est également très fâché, car il dit que Chrissy Api le dénigre et l'humilie. Au nom de Dieu, je ne comprends pas. Alors qu'il a réuni à son domicile une armée de marabouts et de féticheurs, en accord avec son ami Macron, la presse internationale nous annonce que les troupes russes sont déjà en Ukraine et que la guerre a commencé. On dirait que les potions magiques des marabouts et féticheurs du dictateur des lagunes ne marchent que sur les Ivoiriens. J'espère que le petit président français ne va pas dire qu'il va engager la France dans une guerre contre la Russie, car il n'y aura plus de tirailleurs sénégalais pour aller mourir pour nos ancêtres les Gaulois. Notre génération n'acceptera pas d'aller là-bas. Nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte en cas d'agression
Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend parce que c'est pas Yeltsin, il est pas alcoolique, et c'est pas Gorbatchev, il est pas faible. Voilà, et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen, ça je vous l'accorde, hein, les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant, hein, c'est un homme du 19e siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique, selon la fameuse formule de Clausewitz. Hein, oui, j'en fais pas un saint ni un type gentil, etc. C'est pas un premier ministre suédois. Hein. Je ne dis pas ça, mais je dis que géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il faut pas en faire l'agresseur. Si Emmanuel Macron veut qu'il prenne Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum et compagnie pour les incorporer dans l'armée française, nous les Africains disons non, plus jamais de chair à canon. Quel que soit le nombre d'échanges que j'ai eus avec d'autres dirigeants, j'ai entendu plusieurs choses. La première est que nous sommes soutenus et je suis reconnaissant à chaque nation qui aide l'Ukraine de manière concrète. Pas seulement en parole, mais de manière concrète. Mais il y a une deuxième chose, nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN? Tout le monde a peur. Depuis 2 jours que les marabouts et féticheurs sont enfermés et pris, les sacrifices en tout genre vont bon train. Pourtant, le résultat se fait attendre. Alassane Ouattara n'est pas content, parce qu'il dit que si Vladimir Poutine ne tombe pas, son ami Macron, qui n'a même pas l'âge de son fils David Ouattara, n'aura plus confiance en lui. Il les a donc sommés de redoubler d'ardeur. Il leur a dit qu'il compte sur eux pour rééditer l'exploit de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Jusqu'à ce jour, 25 février 2022, l'armée de marabouts et de féticheurs d'Alassane Ouattara continue à prier férocement et intensément. Ils promettent une victoire éclair à Alassane Ouattara et Emmanuel Macron d'ici 48 heures si la France entre en guerre contre la Russie. Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Sarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière.
Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Буревестник, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. Mais lorsqu'on a présenté les vidéos des bombardements de l'armée russe, les devins ont demandé cette fois des sacrifices de chameaux, parce que selon eux, ils ne s'attendaient pas à une si violente guerre de bombes avec des éclairs et du feu. Accédant à leur demande, Alassane Ouattara a commandé 250 chameaux qui seront bientôt livrés par des cargos français. Le super menteur ivoirien rend compte régulièrement à Emmanuel Macron de l'évolution des travaux de ses réputés marabouts et féticheurs. Affaire à suivre. Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants qu'il a cités au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérit sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à apaiser la situation. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.